C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui sont un peu épuisés, c'est le sentiment qu'on a avec beaucoup d'hésitation, très peu de prise de risque désormais sur les marchés actions notamment, des indices en Europe qui évoluent autour de l'équilibre après une séance en dents de scie sans véritable tendance au démarrage d'une semaine qui sera une semaine à enjeu technique avec l'échéance mensuelle prévue ce vendredi et l'expiration de différents produits dérivés et contrats futurs sur indice. Le CAC 40 tourne autour des 7400 points à ce stade avec parmi les craintes immédiates pour les investisseurs la question du plafond de la dette aux États-Unis. Bien sûr, on n'est pas encore tout à fait dans le money time, mais en tout cas, on est à un moment clé des négociations avec une série de rencontres qui doivent se dérouler demain entre la Maison-Blanche et les différents leaders du Congrès et notamment le speaker républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Les investisseurs suivent également d'un œil l'entre-deux tours des élections en Turquie avec un second tour programmé le 28 mai prochain. On constate que les actifs turcs sont sous pression sans toutefois contaminer forcément le reste des marchés. Et puis les investisseurs sont très attentifs au thème de la pause qui a été signalé par la Réserve fédérale américaine. Ainsi, chaque statistique, chaque nouvelle enquête est mesurée, jaugée, évaluée à l'aune de l'idée de cette pause du resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine. De ce point de vue-là, on notera l'effondrement brutal de l'enquête d'activité manufacturière de la région de New York, l'Empire State, qui a été publiée pour le mois de mai. Non pas que New York soit le cœur industriel des États-Unis, mais ça montre bien quand même que le sentiment de ce point de vue-là est en train de chuter brutalement, un effondrement de plus de 40 points quand même dans cette enquête qui marque les esprits aujourd'hui. Voilà donc pour l'ambiance de ce début de semaine. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché, semaine d'échéance, je le disais, avec l'échéance prévue ce vendredi. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique du lundi qui est consacré bien sûr à l'actualité américaine. Nous reviendrons, c'est peu de le dire, sur l'enjeu politique autour du plafond de la dette avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, qui sera avec nous en direct à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés de marché, chaque soir en direct à 17h avec vous, Alix Nguyen, et une séance d'hésitation pour les marchés. La Bourse de Paris va terminer cette journée sans tendance. Oui, la nette hausse d'AXA est un vrai soutien pour la séance. L'assureur surprend sur sa solvabilité. À fin mars, son ratio de solvabilité est ressorti à 217%. Pour cette année, AXA vise un résultat opérationnel supérieur à 7,5 milliards d'euros. Bonne performance aussi pour le titre d'Alstom, il caracole en tête du CAC grâce à des notes d'analystes positives. Mais plus globalement, c'est une séance calme, hormis les incertitudes sur le plafond de la dette américaine. De nouvelles discussions entre républicains et démocrates sont prévues demain. Peu de choses viennent engendrer de la volatilité. Seules 2 statistiques sont venues rythmer la séance. Aux États-Unis, l'indice Empire State enregistre une forte chute en mai. L'activité manufacturière dans la région de New York ressort à moins 31,8. Avant cela, on apprenait qu'en zone euro, la production industrielle a reculé davantage que prévu en mars. Elle a baissé de 4,1%, notamment du fait de la chute de la production des biens d'investissement. Seule la production de biens de consommation durable a augmenté. On retient aussi que la Commission européenne rehausse ses estimations de croissance et d'inflation. Et puis, dans une étude publiée par la BCE, on lit que l'impact du resserrement monétaire de l'inflation ne se fera pleinement sentir qu'en 2024. Et puis dans l'actualité également aujourd'hui, Alix, Elon Musk est donc arrivé en Tesla tout à l'heure à l'Elysée pour être reçu par Emmanuel Macron. Et oui, sa venue n'avait pourtant pas été annoncée. Le patron de Tesla et Twitter a été reçu ce matin en marge du sommet Choose Friends. À noter que le sommet est marqué par l'annonce d'un montant record de 13 milliards d'euros d'investissement. Autre actualité du côté des entreprises américaines, General Motors rappelle près d'1 million de véhicules aux États-Unis. Un rappel dû au risque d'explosion des générateurs de gaz des airbags. Et puis, autre fait marquant ce jour sur le plan
concernant des devises cette fois, on constate que la livre turque est délaissée après le résultat des élections. Pour rappel, il n'y a pas de vainqueur clair aux élections turques, ni le président sortant Recep Tayyip Erdogan, ni son challenger Kemal Kılıçdaroğlu n'ont convaincu plus de la moitié des Turcs en tant que nouveau président. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Raphaël Thuin est avec nous ce soir, le responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Gilles Bazissière d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Gilles. Président d'Equity GPS, à vos côtés, Eric Turgeman. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes co-directeur des gestions OPC chez Ophi Invest Asset Management. Le thème de la pause, c'est le thème qui est à la une depuis la dernière décision de la Réserve fédérale américaine et la conférence de presse de Jérôme Powell. Beaucoup de banquiers centraux vont s'exprimer tout au long de la semaine. On est toujours un peu dans la phase de service après-vente des dernières décisions de politique monétaire et chaque statistique américaine, en l'occurrence, va être désormais évaluée, jaugée à l'aune de l'idée d'une pause en matière de resserrement monétaire aux États-Unis. Est-ce que les données qu'on a eues depuis le dernier FOMC valident l'idée de cette pause ? Est-ce qu'on est dans une pause qui est solide du point de vue des marchés, installée, Eric, ou est-ce qu'on est encore dans l'idée d'une pause ou la tentative d'une pause ? En tout cas, c'est ce que pensent les marchés, que c'est fini. La hausse des taux est terminée aux États-Unis. En Europe, quasiment encore, on attend encore deux hausses, mais c'est fini. C'est ce que les marchés attendent. Les derniers chiffres laissent penser qu'effectivement, ça commence à porter ses fruits. Puis il y a resserrement du crédit avec ce qui est arrivé dans l'univers bancaire américain. Donc, normalement, oui. Voilà, ça veut dire à 5,25, on a fini. Et les marchés, d'ailleurs, anticipent des baisses maintenant. Enfin, on a basculé. Première baisse en septembre, et puis à coup de 25 à chaque réunion de la Fed. Ouais. Bon, on verra. Il y a 200 points de baisse de taux attendus par rapport au pic, donc par rapport à maintenant, d'ici fin 2024. Ouais. Bon, mais ça, c'est ce que pensent les marchés. La Fed, elle ne dit pas ça. Hein. Non. Donc voilà, on verra. Moi, ça me semble un peu optimiste, ces 200 points de baisse. Et s'il y a lieu d'avoir 200 points de baisse, c'est que alors dans ce cas-là, le marché action se trompe quelque part. Ouais. Parce que le marché action, il ne considère pas qu'on est dans une récession. 200 points de baisse aussi rapidement, c'est une récession. Et là, en revanche, l'économie mondiale, la croissance, elle n'est pas revue fondamentalement en baisse. Donc il y a bien des chiffres d'activité, on vient d'en parler, qui montrent qu'il y a moins de surchauffe. Il y a quand même des chiffres un peu inflationnistes et les organismes de prévision, ils revoient plutôt à la hausse la croissance. Ah oui. Bon, donc là, ils sont un peu toujours en retard. Faut le dire. Oui, mais c'est vrai que la Commission européenne ce matin, la Banque d'Angleterre la semaine dernière, alors avec toujours le caveat sur la fiabilité qu'on peut avoir sur ces projections économiques à 2-3 ans. Je vois déjà Gilles qui fait non de la tête. Non, mais c'est, en tout cas en termes de signal, la BOE a envoyé un message quand même spectaculaire. C'est-à-dire, on était en février sur l'idée d'une récession qui allait être la plus dure du G7, et puis boum, 3 mois après, plus rien, on repart d'une feuille blanche, et c'est une croissance qui est revue spectaculairement à la hausse sur 3 ans. C'est la récession la plus attendue de l'histoire. Après, la croissance, elle n'est pas explosive. 2,5, mais enfin, on attendait beaucoup moins. Et 2,5, enfin, on en parle souvent à cette antenne, mais 2,5, c'est un niveau qui permet au profit en Europe, en tout cas, de se maintenir. C'est pour ça que les marchés actions sont à ce niveau-là. C'est qu'ils bénéficient les taux, c'est fini, ça ne monte plus, et du coup, les taux longs se sont ajustés sur cette anticipation de baisse des taux courts. Et puis, dans le même temps, les entreprises, elles ne la voient pas, la récession. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui se trompe. Raphaël, qu'est-ce que ça vous inspire, le thème de la pause ? Est-ce que, sur le plan de l'investissement notamment, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est la fin des bonnes nouvelles d'une certaine manière ? Parce qu'on a vu quand même un sacré rattrapage des actifs risqués depuis plus de 6 mois maintenant, au fur et à mesure que la Fed continuait de monter ses taux. Ouais.
Le thème de la pause, déjà, c'est principalement un thème américain. Hein. Il reste encore du grain à moudre côté BCE. Mais vous avez raison, c'est vraiment une thématique centrale du marché aujourd'hui. On a vu des données de l'inflation qui semblaient vouloir montrer une photo un petit peu plus encourageante, on va dire, sur ce front. Alors, on a l'inflation qui baisse, en particulier grâce à l'énergie aux États-Unis et en Europe. Ça, c'est vrai. Et sur la partie sous-jacente, cœur, on a une inflation qui peut-être monte moins vite. Ça, c'est un premier élément. Et donc, de manière anecdotique, le marché va aller se rassurer sur certaines de ces publications de chiffres économiques qui a justifié qu'on arrive sur un scénario de pause. Quand on regarde néanmoins, y compris plus récemment, et vous avez mentionné l'indice de new-yorkais de ce matin, les tout derniers chiffres ne pointent pas exactement vers ça. On a effectivement une certaine robustesse de l'activité, mais qui est incertaine, et on sent qu'on pourrait transvaser vers un autre monde et peut-être basculer vers un scénario plus récessionniste, d'une part. Ça, c'est la première dimension de l'équation. Et sur la deuxième dimension, ce qu'on voit lorsqu'on a regardé les demandeurs d'emploi la semaine dernière aux États-Unis, l'indice Michigan vendredi, New York ce matin, les trois chiffres indiquent la même chose, à savoir que l'inflation reste très résiliente. Peut-être qu'elle se stabilise, peut-être qu'elle s'est légèrement calmée, mais globalement, elle n'a pas encore complètement pivoté. Pourquoi j'introduis le sujet comme ça ? Peut-être que cette pause, ce n'est pas une façon de crier victoire. On fait une pause pour attendre. Pour attendre de voir un petit peu si on en a fait assez, si les politiques ont porté leurs fruits. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y en a pas plus peut-être à venir derrière. On sait que la Fed et la BCE ont vraiment des problématiques sur ce marché en termes d'efficacité de leur politique monétaire. Elles ont des problèmes, des problématiques autour de leur crédibilité. Les marchés n'écoutent plus ce qu'elles racontent. Et on le voit très bien avec les projections de la Fed versus les projections du marché, qui divergent fortement. Donc, un souci de crédibilité qui pose problème. Un souci de délai. Et là, on est au cœur du sujet. On a remonté les taux de 500 points de base en 12 mois aux États-Unis. C'est du quasi jamais vu. On ne sait pas ce que ça fait. Il faut attendre. D'où ce raisonnement de pause. Est-ce que ça sera suffisant ou trop ? Peut-être, on verra. D'où l'idée de pause. Et puis un souci d'efficacité. Les banques centrales matraquent la demande à travers la montée des taux sur un problème qui est principalement un problème d'offre. Problème de démondialisation, problème de prix de l'énergie, problème de géopolitique, problème de bipolarisation du monde avec les frictions Chine-États-Unis. Tout ça n'est pas résolu par des politiques de remontée des taux. Donc là, on est sur une situation où les marchés semblent un petit peu crier victoire. À un moment, on est plutôt en mode wait and see, si vous me passez l'expression. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de la demande qui est matraquée, sur laquelle on tape avec ces hausses de taux aux États-Unis, hein, c'est l'enjeu clé, évidemment. Alors, on aura les ventes au détail demain, différents indicateurs, le Michigan sur le moral des ménages qui a été publié vendredi. Raphaël, j'ai l'impression que ce que redoute le plus le marché, c'est finalement d'avoir une rupture macro, un craquement macro, un espèce d'arrêt un peu brutal de la dynamique économique, plus que l'idée d'un ralentissement qui peut se faire de manière peut-être progressive, graduelle. Tout le monde a en tête la destination quand même de ce point de vue-là. La question, c'est comment se déroule le voyage entre maintenant et la destination d'atterrissage de l'économie américaine. Est-ce qu'on peut avoir à un moment une rupture brutale, c'est-à-dire passer d'un marché du travail qui semble se porter très bien à quelque chose qui se dégrade beaucoup plus vite que ce qu'on attend aujourd'hui ? Alors oui. C'est une bonne façon de présenter le sujet. Quand on regarde historiquement les phases de récession, elles sont souvent non linéaires. On a des trous d'air dans les indicateurs macroéconomiques, sur le marché de l'emploi, sur la consommation, sur l'investissement. Quand une récession frappe, on arrête tout. On arrête d'investir, on arrête d'acheter des appartements. Donc ce scénario, il existe et il n'est pas très bien anticipé par les marchés aujourd'hui, qui finalement, sur beaucoup de classes d'actifs, anticipent quelque chose de linéaire. Donc ça, c'est une vraie possibilité. Après, on constate que la photo macroéconomique évolue très très vite. Souvenez-vous, au début d'année, on avait des risques de queue assez extrêmes. À savoir que d'un côté, on pouvait imaginer une récession dure qui avait été anticipée fin 2022 avec un sentiment que le scénario de trou d'air était vraiment réaliste. Et puis, à l'opposé, on parlait de réaccélération économique. Vous vous souvenez, le no landing, on voyait quelques données économiques encourageantes. Et donc, les scénarios extrêmes étaient très importants. Aujourd'hui, ces scénarios extrêmes, ils se sont peut-être raffinés, ils sont peut-être moins importants. Concrètement, on est confronté à peut-être deux
deux scénarios, soit une récession assez importante dans la partie gauche de l'équation, si les choses tournaient mal, soit une décélération et une récession faible. Mais il n'y a plus de schéma de réaccélération économique qu'on a pu... On a pu écarter... On avait trop de scénarios sur la table. À un moment, on a pu en enlever quelques-uns, là, aujourd'hui. On a pu en enlever quelques-uns et on voit qu'on ralentit. La question, c'est va-t-on ralentir très violemment ? Vos commentaires sur l'idée de la pause et puis la très bonne tenue des marchés, des actifs risqués également. Alors, je ne sais pas si c'est une surprise ou pas. On a quand même un run spectaculaire derrière nous de plus de 6 mois maintenant sur les marchés actions. La volatilité des marchés actions est quasi éteinte. Les spreads de crédit se tiennent très très bien. À intervalles réguliers, on s'interroge sur le bien fondé de ce niveau de prix, de tenue de prix sur les marchés d'actifs risqués, Gilles. Oui, c'est normal. Alors le scénario de pause, il paraît légitime quand même, parce qu'en effet, on commence à voir... Il y a quand même certains éléments qui militent en faveur d'une décélération sur beaucoup d'indicateurs, même à partir d'un niveau élevé, bien sûr, mais le plus sensible, me semble-t-il, peut être les claims de chômage aux États-Unis. Donc les inscriptions hebdomadaires au chômage. Merci, qui est pas inintéressant comme indicateur. C'est un bon indicateur ? Alors le chômage est un indicateur dit retardé, mais les inscriptions au chômage en différentiel, là par contre on voit un petit peu un aspect de différentiel et il y a moins de tensions sur le marché de l'emploi qu'il ne pouvait y en avoir préalablement aux États-Unis. Et puis en effet, les indices de biens en règle générale se portent pas forcément très très bien. On a la symétrie de la période Covid où on consommait des biens et pas du tout de services, et maintenant c'est l'inverse. Mais la consommation de services et de dépenses discrétionnaires, les croisières, les avions, les restaurants, ça c'est quand même très sensible c'est très court terme en termes de... Ça n'a qu'un temps. C'est très sensible à la psychologie des consommateurs et c'est nécessairement moins long en termes d'effets macroéconomiques que d'investir dans une usine de batteries électriques à Dunkerque ou ailleurs, où là on est sur des périodes de 3 ans ou 4 ans. Donc, et ça nourrit quand même de façon brodélienne le sous-jacent de votre croissance économique à très très long terme. Donc oui, on a donc le scénario de la pause est raisonnable et en effet les marchés attendent beaucoup plus qu'une pause, une révision très très forte, très rapide des taux courts, et ça nous paraît pas cohérent avec des niveaux généraux actions, et en particulier sur les secteurs les plus cycliques de l'économie. Donc, pour nous, pour résumer, on est au milieu du gué et avec des courants croisés assez violents et du coup difficiles à manœuvrer. Concrètement, comment ça se traduit dans les marchés ? On parle beaucoup de marchés à 2 vitesses. C'est vrai qu'il y a encore quand même des poches de croissance. Il y a certains segments qui tiennent plus que bien, qui ont doublé depuis le début de l'année. Et puis, il y a une partie immense du marché qui semble être déjà un peu dans cette idée de récession, pour dire les choses. Oui, alors en termes sectoriels ou pays, on a des ratings médians. Et globalement assez resserré autour de 5. Par contre, quand on rentre dans les pays, quand on rentre dans les secteurs, là, on a une dispersion très, très intéressante. Mais sinon, en vision top-down, ce qui me paraît très intéressant encore aujourd'hui, et ce qui a commencé à se matérialiser, c'est les sociétés de croissance qui, en plus, seraient sensibles à une pause sur les taux, voire à une baisse des taux. Et vous avez certaines sociétés qui sont à la confluence de la croissance, de la sensibilité à la baisse des taux qui amènerait une expansion des multiples, et des tensions géopolitiques, et des avancées technologiques. Et je pense notamment à beaucoup de valeurs de cybersécurité qui sont très très loin de leur plus haut, ou certaines valeurs sensibles à
au thème intelligence artificielle. Et alors que l'activité va très bien, les marges sont très bien, elles sont cash positives pour beaucoup, et elles sont très 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 loin de leur plus haut. Et elles sont assez insensibles, en fait, en réalité, au rythme de la croissance économique au global. Donc, on a des ratings, par exemple, très très bons sur Palo Alto ou Zscaler ou des boîtes comme ça qui ont publié des Oui, c'est ça, qui sont un peu derrière l'arbre des GAFAM, d'une certaine manière, mais qui sont branchées aussi directement sur ces thématiques de forte croissance, quoi. Oui, tout à fait. Sur ce marché à plusieurs vitesses, Eric, est-ce qu'une poignée de valeurs, c'est toujours un peu le même sujet. Aux États-Unis, il y a comme je le dis maintenant, il y a le S&P 5 et le S&P 495. Donc, on est habitué à ce phénomène. Ça rassure, ça inquiète. Est-ce qu'on peut imaginer que quelques poids lourds d'une cote comme la cote américaine permettent de tenir les indices et peut-être même d'enjamber un peu l'idée de la récession, de se projeter au-delà en attendant qu'une autre partie du marché puisse se libérer un petit peu justement de cet horizon de la récession, ou est-ce qu'il faut quand même tenir compte de cette situation de fragilité ou de concentration très forte? Déjà, on dit que les marchés ont monté. Depuis on a le CAC 40 en tête. Donc on est un peu biaisé par le CAC 40 avec 5-6 valeurs qui n'ont pas arrêté de monter. Mais le MSCI World, j'ai regardé juste avant l'émission, le 1er février, il était à 2809. Ce matin, il était à 2809. Oui. Il n'a pas bougé. Depuis janvier, ça ne fait plus rien. Voilà. Donc, février, ça a monté un peu, tout a monté en janvier. Mais la hausse de l'année s'est faite en 4-5 semaines en début d'année. En 4. Bon, donc, ça veut dire que ça ne fait plus rien. Et alors, à l'intérieur, effectivement, le marché, il est assez logique. Il joue finalement la baisse. Enfin, les taux ont fini de monter. Alors, les taux, si réellement ils restent à 3,5 aux États-Unis et à 2,30 en Allemagne, ça, c'est idéal pour les marchés actions. Les marchés actions, ils n'aimaient pas des taux négatifs. Ils aiment ce niveau d'inflation, une inflation à 2%. C'est là que les PE sont les plus élevés, quand on a une inflation à 2%. C'est ce qu'ils jouent. On verra bien s'ils ont raison, mais ils jouent ça. Et après, qu'est-ce qu'ils jouent aussi? Un très fort ralentissement, parce que les cycliques sont massacrés quand même. CAC 40, c'est parce que LVMH a grimpé, mais pas les banques, pas l'auto, pas le pétrole. Donc, le marché joue. Le cycle va ralentir fortement, et donc, quand c'est ça, il n'y a plus de prix au cyclique. Il y a des valeurs à 3 ou 4 fois les bénéfices, mais il n'y a plus de bénéfices, donc voilà. Et de l'autre côté, on joue, les taux sont bas, donc les valeurs de croissance qui en plus ne déçoivent pas, on les revalorise 25, 26 fois, 50 fois, comme il y a 2 ans. Bon. Ouais. Je ne suis jamais à l'aise avec ces multiples-là, mais d'un autre côté, effectivement, des taux plutôt bas, des bénéfices qui tiennent. Voilà, on est à nouveau confiant. Bon. Donc, il y a dichotomie entre les marchés. Aux États-Unis, il y a le Nasdaq et le reste. Dans le Nasdaq, il y a les 5 valeurs et le reste. Ce sont toutes des valeurs de croissance, qui ont de la croissance et qui bénéficient des taux bas pour les évaluer. Donc, c'est les GAFAM aux États-Unis, c'est le luxe en France, notamment. Mais à côté de ça, il y a tout un segment small cap, pour peu qu'il soit un peu cyclique, qui est à la cave. Donc voilà, c'est le pari, mais qui est assez logique finalement. Il accompagne ces taux bas. Et quand il y avait eu correction sur les valeurs dites chères défensives, c'est quand les taux montaient. À un moment donné, ils sont passés de 0 à... Effectivement, ça a été dit à 5, enfin en tout cas taux court. Les taux directeurs. Oui. Et taux directeurs, taux négatifs qui sont passés à près de 4 aux États-Unis. Donc ça a envoyé à la cave toutes les valeurs de croissance. Mais là, à nouveau, c'est les taux. Alors, on est à 19 fois les bénéfices aux États-Unis, on est à 13 fois en Europe. Tu me diras, on est à peu près ça. Je parle sous le contrôle. À venir. À venir est venu, parce que de toute façon, c'est à peu près équivalent. Pas de croissance en 2024. Donc on est à 13 fois en Europe. C'est pas une bulle, mais à condition, effectivement, qu'il n'y ait pas de remontée des taux, quelque chose qui ne serait pas prévu. Parce que là, plus personne n'anticipe une remontée des taux. On parlait de pause, effectivement, mais s'il y avait la Fed qui me parle dans le micro en disant vous n'avez pas compris, non, 5,25, c'est une étape, et puis ça ralentit à 6. Si jamais à la rentrée, la Fed se remet à monter les taux, c'est un scénario délétère comme jamais. Donc personne n'anticipe pas. Mais effectivement, 19 fois aux États-Unis, c'est pas donné non plus.
13 fois en Europe, c'est pas donné, mais 13 fois, c'est la moyenne historique. Il ne faut pas qu'il y ait de déception. Soit les taux montent, et là, il n'y a plus de raison d'avoir cette expansion de multiples, il y aura une correction. Ouais. Soit les bénéfices commencent à baisser. Donc ça, on le verra au cas par cas. Il y a encore maintenant 3 mois où il ne se passera rien normalement, parce qu'on va attendre la nouvelle publication des semestriels, ce coup-ci, et puis des guidances des entreprises, pour ajuster, mais ça pourrait être cas par cas, c'est-à-dire la boîte qui déçoit, elle consolide. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'ennuie depuis quelques temps, il ne se passe pas grand-chose. Ouais, vous faites bien de le rappeler, effectivement, quand on enlève un peu les caractéristiques spécifiques de quelques indices. Zéro depuis le 1er février sur le MSCI World. Ouais. En attendant la prochaine saison de publication de résultats, on peut quand même encore tirer quelques enseignements de la saison de publication des résultats du premier trimestre qui est en train de se terminer. On va avoir d'ailleurs quand même tous les gros retailers américains, donc en lien avec le pouvoir d'achat, la consommation, ce sera quand même intéressant d'avoir les discours de Home Depot, Walmart, etc. À ce stade, qu'est-ce que vous retenez de la qualité des résultats publiés en masse, bien sûr, Raphaël, quelles sont les histoires spécifiques qui ont valeur d'exemple un peu emblématique et qui ont retenu votre attention en termes de réaction de marché, comme le disait Eric. C'est intéressant de voir que sur des résultats qui battent les attentes, des attentes qui ont été rabaissées quand même pendant plusieurs mois, bon, la boîte qui fait mieux que les attentes, c'est price action nul, c'est intégré. La boîte qui déçoit, par contre, là, c'est forte sanction négative sur la déception. Oui, non, tout à fait. Il y a eu une belle saison des résultats, encore un trimestre de résilience pour les entreprises qui, malgré tous ces vents de face, arrivent à croître en termes de chiffre d'affaires et à maintenir une profitabilité quasi inchangée. Donc ça, c'est assez remarquable. Alors, vous l'avez bien dit, le marché avait plutôt bien anticipé, mais on peut quand même se réjouir et être impressionné par cette résilience. Donc les chiffres d'affaires augmentent légèrement, les bénéfices diminue légèrement en moyenne en Europe, mais globalement, on est mieux que les attentes. Donc ça, c'est un premier point intéressant. Ces entreprises, elles sont portées par ces hausses de prix qui continuent d'être assez systématiques, en tout cas sur certains secteurs, qui continuent d'être supportées par le consommateur qui puise allègrement dans ses réserves Covid. Ça fait un bout de temps qu'il puise. On se demande jusqu'à quand. On se demande ce qui se passera après, d'ailleurs. Mais jusqu'à présent, ça a permis de maintenir ces niveaux de profitabilité. Et puis, cette dichotomie dont on a parlé tout à l'heure entre biens et services qui est manifeste aujourd'hui. Effectivement, on a passé tous nos confinements à rénover nos maisons, acheter des vélos d'appartement et des télés. Et maintenant, on voyage, on va au stade, on va au restaurant et ça se voit dans les résultats d'entreprise. C'est vraiment très clairement une thématique forte du marché. On est encore dans ce rattrapage. Non, parce que ça fait déjà quelques trimestres qu'on en parle de ce rattrapage. Mais il est encore à pleine puissance, là. À pleine puissance, avec des impacts très importants sur l'inflation. On peut faire le lien avec la conversation précédente, en particulier aux États-Unis. Cette inflation, elle est tirée par les prix du service, avec donc effectivement des consommateurs qui consomment des services. Les prix du service, c'est plutôt gluant, moins sensible au taux, donc tout ça va avoir des impacts long terme. Donc clairement, on est sur une saison de résultats qui est plutôt encourageante. Après, on a mentionné les deux éléphants dans le couloir, il n'y a plus beaucoup de place dans ce couloir. La tech aux États-Unis qui fait une belle saison aussi, à travers en particulier cette dynamique de réduction des coûts. L'année de l'efficience avec Zuckerberg, tout le monde a pris le mot. Ouais. Et effectivement, ça se ressent en termes de profitabilité. Et puis en France et en Europe, le luxe, un secteur extraordinaire, c'est-à-dire qui fait une croissance de chiffre d'affaires et des bénéfices, qui augmente ses marges, qui arrive à faire passer des hausses de prix systématiques, qui bénéficie de la réouverture chinoise. Bref, la quadrature du cercle. Alors, tout ça se paye. On est sur des multiples de valorisation qui commencent à être assez excessif. On est à 50% de premium sur les grosses tech américaines comparé au reste du marché, 80% de premium sur le luxe européen. Donc attention au trou d'air. Mais tant que la musique joue, on peut continuer à danser. Donc c'est une saison des résultats assez remarquable par sa résilience. Jusqu'à quand, on verra. Est-ce qu'elle a permis d'enrayer un peu les révisions baissières, justement, sur les prévisions de bénéfices ? À un moment, on avait eu l'impression que, du fait des bons résultats publiés, on pouvait voir peut-être les attentes de bénéfices commencer à se stabiliser, voire repartir légèrement à la hausse. Est-ce que ça veut dire que le point bas des EPS, des bénéfices par action aux États-Unis, est en train d'être dépassé déjà, maintenant ? Avant même que le cycle
de l'économie réelle ait atteint peut-être son point bas? Alors là, vous nous resservez la réaccélération. Et peut-être. Ouais, j'écoute aussi le consensus des analystes. Mais... Non, mais tout à fait, les analystes restent optimistes, sont encouragés en cela par des résultats qui sont robustes. Remettons quand même dans le contexte. On a surpris à la hausse le consensus des analystes qui avait été révisé. On est quand même sur des thématiques de décroissance de bénéfices, moins 2% en Europe. Si on exclut les financières, là, pour le coup, cette surprise à la hausse est bien moindre parce que les financières ont beaucoup surpris les analystes dans leur annonce de résultats. Donc, il y a quand même une tendance à la décélération des activités. Et aujourd'hui, le marché s'attend à aucune croissance des résultats pour l'année 2023, ce qui serait une gageure en temps de récession. Si vous regardez les récessions précédentes, pour des récessions faibles, légères, on voyait des décroissances des profits, des réductions de profits d'environ 5%. Pour des récessions plus fortes, type 2008, on est plutôt à moins 15, moins 20, moins 30%. Là, le marché nous sert 0%. Donc, il y a très peu de place pour l'erreur. Aujourd'hui, le marché price le meilleur des mondes, une décélération très modeste, qui permettrait néanmoins une baisse des taux et donc une reprise de la marche en avant sur les actifs risqués. Sur les sujets qui peuvent amener de mauvaises surprises, alors je sais pas, c'est stress bancaire, c'est plafond de la dette aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des réflexions particulières sur ces sujets-là dont on parle quasiment quotidiennement? Alors le plafond de la dette régulièrement tous les ans ou tous les 2 ans aux États-Unis. Le stress bancaire, ça fait 2 mois qu'on suit ça comme le lait sur le feu avec une série de noms et une série en cours qui n'est pas interrompue à ce stade. Est-ce que ces 2 craintes restent sous contrôle aujourd'hui? Est-ce que ça peut encore déraper? On est vraiment au milieu du gué sur ces sujets, je trouve, parce que on a l'impression quand même d'une polarisation politique aux États-Unis qui encourage, je dirais, les manœuvres de dernière minute et pour aller jusqu'au bout du showdown à Hockey Coral. Mais donc, plus on va loin, plus il y a des risques de mauvaise compréhension. Oui, puis je rappelle, même sans défaut, quand on reprend la séquence 2011, même sans défaut, s'approcher trop près du défaut technique, ça coûte quand même 15% au S&P 500, et puis ça coûte 1A au AAA américain dans la foulée, quoi. Forcément. Ça a un coût, quoi. Forcément, parce que même s'il n'y a pas de défaut. C'est quand même le reflet d'une crispation, d'une crispation politique, pas seulement aux États-Unis, mais de façon générale, de la défense d'intérêts particuliers au détriment des intérêts collectifs, et qui se retrouve peu ou prou dans chaque pays démocratique, mais également dans une ascendance des conflits à bas bruit ou à bruit élevé entre grandes puissances existantes et puis puissances ayant des volontés d'émerger, si j'ose dire. Et il n'y a pas que la Chine en la matière. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué et qui rend l'environnement sensiblement plus risqué que dans le passé. Ouais. En sus, faut pas oublier que on pointe sur le sujet de la dette américaine, mais c'est un vrai sujet en période de hausse des taux. Et c'est pas la dette américaine, c'est les pays les plus endettés dans le monde. Et nous montrons dans une de nos études qu'il y a une corrélation sur le très long terme, pour ceux qui acceptent de regarder le très long terme, mais ce que certains très gros investisseurs en actions font, et ils ont raison de le faire. Il y a un lien très intéressant à analyser, observer, entre la migration de la perception du risque et la performance boursière. Et ça, bien sûr, dans une période de risk-on telle que nous avons connue, avec une énorme stimulation de l'activité économique, ça passe qui, je vous rappelle, dans beaucoup de pays était entre 5 et 10 fois plus importante
en pourcentage du PNB que la stimulation post-crise de 2008. Donc dans ce sillage-là, la marée fait monter. Oui, la vague est tellement puissante que tout monte. Mais ensuite, quand la vague se retire, comme dit Warren Buffett, on voit ceux qui, dans quel équipement est utilisé par les nageurs. Et les pays, et là en la matière, les entreprises, mais les pays également, ne sont pas tous logés à la même enseigne. Et nous, on remet l'accent de façon thématique et générale sur les pays qui sont les plus sains, les plus innovants, aux finances publiques les plus équilibrées, qui en même temps sont des pays où le consensus social est le plus fort en fait. Et c'est un environnement pour les entreprises qui ont leurs racines dans ces pays-là qui est juste exceptionnel, beaucoup plus stable que pour d'autres. Et il nous paraît que dans ces périodes-là, surtout après le risk-on qu'on a vécu, il est bon de faire un peu plus attention sur l'allocation d'actifs stratégiques, au-delà de l'allocation d'actifs tactiques. On l'a vu chez Fitch, alors sans que ça ait un impact forcément sur la dette française, mais le caractère de la dimension sociale, d'acceptation, le consensus social, etc., ça a toujours été le cas, mais c'est un argument qui revient aujourd'hui en force pour une agence de notation comme Fitch, en l'occurrence. Dans les risques qu'on surveille aujourd'hui, Eric, entre le stress bancaire, la série en cours des banques régionales, et on voit bien que la série n'est pas interrompue, on ne sera pas surpris de voir encore sans doute quelques défaillances devant nous, et cette histoire du plafond de la dette version 2023 qui semble prendre une dimension un peu différente quand on regarde qu'est-ce qui vous inquiète le plus à ce stade, qu'est-ce qui est le plus gênant, le plus dérangeant pour les investisseurs? Alors le plafond de la dette, pas du tout. J'ai commencé ma carrière, on me parlait du plafond de la dette. Vous terminerez votre carrière, on vous parlera encore du plafond de la dette. Là, il ne se passera rien du tout. Ils nous feront le cirque jusqu'au dernier moment et à la fin, ils se mettront d'accord. Qu'on perd 10 ou 15% sur une mauvaise gestion. Je me souviens plus, mais je ne sais pas si... Ah si, ça perd. Mais est-ce que c'était... Non, mais est-ce que le 15%, il était dû qu'à ça ou... Alors, il y avait tout, 2011, il y avait aussi la crise souveraine en Europe, il y avait beaucoup d'événements, je suis d'accord. Mais en 3-4 semaines, il y a quand même une concentration d'événements négatifs. Ils se mettront d'accord. Très bien. Dans le pire des cas, il se passera un mois sans que les fonds soient payés, ils rembourseront après. Oui. Enfin... Dans un monde où la défiance vis-à-vis du dollar a peut-être monté encore un peu d'un cran... ouais, mais pour faire quoi Non, mais je suis d'accord. C'est pas l'euro qui va donner des... Il n'y a toujours pas d'alternative. Des leçons, il n'y a pas d'alternative. Bon, après, ils peuvent dégrader tout ce qu'ils veulent, d'un A à 2A. Les taux ne bougeront pas d'un iota, parce que de toute manière, il n'y a pas d'alternative. Alors, il y aura une monnaie, le bitcoin et tout, on verra plus tard, mais pour l'instant... Donc, ça non. Les banques régionales, alors... Ça aurait pu être un problème s'il n'y avait pas eu 2008, qui a quand même qui nous a enseigné pas mal de choses. Donc, ce qui est assez étrange, c'est qu'aucune ne sera laissée... elles feront faillite, mais elles seront reprises. Donc, à peu près toutes. C'est-à-dire que l'aléa moral, là, il revient encore plus fort, parce qu'on voit bien que dès qu'il y a problème, elles se font absorber en un week-end par une plus grosse, qui vont devenir de plus en plus grosses. Donc il va falloir sans doute les réguler un peu plus, les banques américaines. Elles le sont moins qu'en Europe, ce qui est pas mal pour l'Europe d'ailleurs. Ouais. Pour les banques européennes. Ça rééquilibre l'avantage comparatif, compétitif. Un problème de concurrence. Donc oui, ça va tomber. Toutes ces banques qui avaient été dérégulées par Trump, il ne faut pas oublier. Donc les banques régionales, ça ne sera pas la dernière. Mais même s'ils ne le disent pas, il y a quasiment une garantie des dépôts aux États-Unis. Alors, c'est un gros mot, donc on ne le dit pas. C'est un pays très libéral, mais c'est un peu ça. Donc, non, je ne pense pas que ça viendra de là. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les conditions de crédit sont de plus en plus drastiques. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on va avoir un ralentissement à un moment donné quand même. Tout le monde n'a pas mis 50 milliards de côté avec le Covid. Ouais. Donc le crédit, on le voit dans l'immobilier. À un moment donné, le crédit, c'était à les meilleurs 0,5 peut-être. Là, c'est fini. Ceux qui empruntent le voient bien. Les prix n'ont pas baissé parce que les vendeurs n'ont pas encore compris que les prix devaient baisser. Mais à un moment donné, quand on va marquer les
première vente. Voilà. Donc, mais sur les risques, alors non plafond de la dette, les risques régionaux, enfin des banques régionales, elles vont être prises par les autres. Ouais. Voilà. On voit bien le processus désormais. On voit bien, sur les quelques exemples qu'on a eus, on voit bien la manière dont le système américain, fédéral, réglementaire va accompagner cette restructuration du segment des banques régionales, qui va peut-être prendre du temps, d'ailleurs. Ça va peut-être se jouer sur plusieurs mois, mais il y en avait etc. beaucoup trop. D'accord. Donc, ça va être agrégé. Ouais. Voilà. Donc le risque, il y aura quelque chose qui va arriver. On ne sait pas. C'est toujours pareil. Mais en tout cas, c'est pas des risques identifiés aujourd'hui. Enfin, c'est pas ça qui fera basculer. Je comprends. Provoquerait oui, on en parle tous les jours, tout le monde a les yeux dessus. Là-dessus, sur le risque financier, on en parle depuis 2 mois, dès le premier jour quasiment avec vous, Raphaël. À ce stade, encore une fois, série toujours en cours, les défaillances se succèdent, c'est géré en 24 heures, il y a toujours un acheteur, alors on verra, JP Morgan, Bank of America, peut-être qu'ils auront 50% des dépôts américains à un moment, on verra si ça pose problème ou pas, mais pour l'instant, il y a de quoi maintenir la séquence contrôlée. D'accord avec ça ? Ouais, alors sur les banques, clairement, on a un problème au niveau des banques régionales américaines avec des problématiques qui sont très idiosyncratiques, très propres à ces banques régionales américaines, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les grandes banques américaines et qu'on ne retrouve pas dans les banques européennes. Donc ça, c'est une certitude. On parle de problématiques de duration, avec la duration de l'actif et du passif qui ne sont pas alignés, des problématiques de concentration de dépôts, des politiques commerciales trop agressives, un manque de régulation. On a bien identifié la liste des problèmes et effectivement, on a du mal à répliquer le raisonnement ailleurs. Malheureusement, on le sait, les crises bancaires, c'est lent, ça va de contagion en contagion et on a du mal à les arrêter. Il n'y a pas de bouton, en particulier quand c'est des crises de confiance comme celle-ci, qui fait que, hop, ça y est, on s'arrête et on passe à autre chose. Donc on reste prudent, c'est vrai qu'on est quand même plutôt optimiste à regarder les fondamentaux bancaires européens et des grandes banques américaines, mais on reste prudent. Je pense qu'on peut peut-être élargir néanmoins le spectre sur cette dimension de crise de liquidité. Et si peut-être on doit se réveiller la nuit en transpirant, c'est en pensant à cette crise potentielle de liquidité. Cette idée que quand on remonte les taux de manière drastique, foudroyante, fulgurante en si peu de temps, on risque de casser quelque chose. Et on commence à voir des tuyaux du système financier mondial qui commencent un petit peu à grincer. On a eu des premiers exemples, souvenez-vous, l'automne dernier, c'était les fonds de pension britanniques qui avaient des problèmes de dérivés, toujours sur cette dimension duration. On a eu effectivement la crise des banques régionales américaines, on a eu la crise de Crédit Suisse, ça commence un petit peu à faire une sacrée liste. Maintenant, on parle beaucoup de l'immobilier, qui est dans la quadrature du cercle, des besoins de refinancement, des baisses de valo, des taux d'occupation en baisse. Comment tout ça va se résoudre ? On est assez inquiet sur l'immobilier. Pourtant, il n'y a pas de défaut aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de défaut. Mais par exemple, on entend sur les SCPI qu'il y a des poches liquides, des poches illiquides. Donc, que font les gérants devant les sorties dans les SCPI ? Ils vendent des poches liquides. Jusqu'à présent, tout va bien. Le problème, c'est qu'à un moment, il n'y a plus de poches liquides et il va falloir vendre autre chose. On n'en est pas là. Et peut-être qu'on n'ira pas là. Mais c'est vrai que ce scénario d'engrenage, il guette. Et là, on a parlé de quelques marchés, il y en a d'autres. Il y a beaucoup de segments de l'économie qui ont profité de taux dramatiquement bas pendant trop longtemps et qui souffrent dramatiquement aussi d'une remontée des taux fulgurants. Donc, là, cette crise de liquidité, c'est celle-là qui nous inquiète davantage qu'une récession dure, un trou d'air massif, qui est possible aussi, mais qui aujourd'hui ne s'affiche pas très clairement dans les signes. Ouais, non, mais il ne faut pas oublier cet aspect financier quand même dans l'engrenage ou la séquence encore devant nous. Je voulais qu'on puisse dire un petit mot de la Turquie peut-être avec vous, Gilles, avec les outils d'Equity GPS, pour dire un mot de ce que... on en a régulièrement parlé de la Turquie, qu'est-ce que ça pèse, comment ça joue dans le jeu des marchés globaux aujourd'hui ? C'est pas très important. Alors la population turque est importante en croissance, leur volonté de puissance est importante et en croissance. Mais par contre sur les marchés, les entreprises turques sont efficaces. Technologiquement relativement avancées et travaillent dur et bien.
Ils sont des concurrents très sérieux pour les entreprises occidentales dans des marchés tiers. Mais par contre, en termes macroéconomiques, les enjeux sont très faibles pour les investisseurs. Moi on connaît très très peu qui sont investis sur ce segment de la Il y a un moment, parce que des crises turques, depuis 5-10 ans, il y en a quand même eu souvent. À un moment, ça faisait baisser les banques européennes. Il y avait une exposition quand même. On a l'impression, là, aujourd'hui, que il y a un peu d'incertitude, mais le stress reste très limité à des actifs spécifiques. Les banques occidentales ont largement coupé les liens avec les banques locales. Par contre, les entreprises industrielles, il y a une union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie. Et à chaque dévaluation ou baisse, plus exactement, de la livre turque, on peut voir qu'il y a beaucoup de segments industriels, mais du type PME, pas de très grandes sociétés cotées, qui sont affectés par une concurrence de prix très féroce en provenance de concurrents turcs. Oui, c'est sans doute. Rapide tour de table, un mot là sur la politique d'investissement, ligne de conduite aujourd'hui, idée. Gilles ? Structurellement, alors en fait, le bull case sur les marchés actions à long terme est quelque chose qui nous paraît toujours valable via la croissance démographique, la croissance technologique, le progrès technologique. Mais les marges des entreprises au global nous paraissent quand même historiquement assez élevées. Pas oublier que la séquence actuelle est de bonne tenue des marchés actions est coïncidente avec une baisse des prix de l'énergie. Et il ne faudrait pas que les prix de l'énergie remontent. Ça enlèverait beaucoup de marge aux entreprises. Et nous, on a tendance à toujours regarder avec des yeux de chimène un sous-ensemble de pays et d'entreprises qui ont leurs racines économiques dans des pays de meilleure qualité au monde, que nous appelons AAA+, et qui sont particulièrement bien préparés pour un éventuel retournement de cycle. Oui, c'est ça. Dans une période comme ça, d'incertitude on vient d'avoir un bull run BISCON depuis les plus bas du Covid. Et donc, je pense qu'il est temps de faire attention à son allocation d'actifs stratégiques. Éric Turgeman, politique d'investissement chez Ophi Invest AM à ce stade. Alors nous, fin janvier, justement, on avait été un peu plus prudent sur les actions. C'est pour ça que je connais bien le niveau du MSCI World. À 2809, à ce niveau, on avait été légèrement négatif tactiquement. Ça n'a rien fait depuis, donc on n'a ni gagné ni perdu. C'est encore une fois... Il peut avoir de la volatilité. On pense qu'on peut rentrer sur les marchés peut-être un peu plus bas qu'aujourd'hui. Voilà. Quant au marché obligataire, en fait, nos gérants alternent avec la duration plus ou moins longue en fonction. C'est très volatile. Le marché obligataire est plus volatile que le marché. Beaucoup plus. Bien sûr. On a l'Allemagne qui va entre 2,20 et 2,50 régulièrement. Qui est une gestion active, quoi. Une gestion assez active, plus que sur les actions où on attend éventuellement une porte pour revenir plus positif. Raphaël, pour conclure avec vous sur la stratégie, la politique d'investissement du moment pour vous. Donc de la prudence avec des liquidités sur le côté. Les liquidités sont rémunérées aujourd'hui, donc on est quand même aussi payé pour attendre. La caisse d'actifs, liquidité est une classe d'actifs en tant que telle, enfin. Donc ça, c'est une certitude, avec globalement l'idée qu'on va probablement avoir de meilleurs points d'entrée dans le cours d'année. Aujourd'hui, les marchés sont assez chers. On a beaucoup performé depuis le début d'année, donc prudence, patience, un rééquilibrage, c'est assez consensus, désolé, vers l'obligataire. L'obligataire a beaucoup sous-performé, il a des rendements embarqués qui sont redevenus attractifs, il est pertinent dans une allocation, et au sein de cet obligataire, les poches de meilleure qualité, investment grade, donc les meilleures notations, qui, elles, ont encore plus sous-performé que le reste, nous semblent indiquer dans un scénario de récession et de stress de marché qui reste exigeant. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour vos analyses du moment sur la planète marché. Éric Turgeman, Ophi Invest AM, Raphaël Thuin, Tikehau Capital et Gilles Bazissire, Equity GPS, étaient avec nous en plateau ce soir.
Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi soir à 17h45 en direct, c'est le quart d'heure américain qui nous permet de retrouver en visioconférence Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain. Bonsoir et bienvenue Pierre-Yves. Ravi de vous retrouver avec un mois de mai qui a un peu moins de lundi que les autres mois d'habitude. Donc c'est vrai que c'est un rendez-vous qui a pu être suspendu pendant ces quelques lundis off. Pierre-Yves, néanmoins, on se retrouve toujours avec le même sujet, le plafond de la dette qui approche, la date X autour du 1er juin. Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué en 2023, cette question du plafond de la dette, Pierre-Yves ? Alors d'abord, sur la détermination de la date X, il faut quand même signaler que le Trésor américain est très surpris de voir que les recettes fiscales ne sont pas aussi élevées que prévu. Il manque en gros, par rapport à l'année dernière, de janvier à avril, 250 milliards de dollars sur lesquels on comptait plus ou moins et qui ne sont pas là. Ce qui explique en partie que les tractations sur le relèvement du plafond de la dette se sont engagées très tard parce que le Trésor américain ne se rendait pas compte que la date X, c'est-à-dire la date du défaut catastrophique qui pourrait intervenir pour le Trésor américain si le plafond de la dette n'était pas relevé, on ne pensait pas que cette date interviendrait début juin, on pensait qu'elle serait plutôt en juillet ou en août. Comment se fait-il qu'il manque 250 milliards de dollars, by the way ? Toutes sortes d'explications. D'abord, un rattrapage par rapport à l'année précédente. Les recettes fiscales s'étaient envolées post-Covid. Et maintenant qu'on a digéré cette explosion de l'activité, les choses reviennent un petit peu à la normale. Et puis le système fédéral fiscal américain, semble-t-il, est en train de ressembler un petit peu à ce qu'il est devenu en Californie. C'est-à-dire qu'il s'appuie de plus en plus sur la taxation des plus riches. Et quand il n'y a pas de plus-value, et c'est le cas puisque l'an dernier, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, les marchés se sont effondrés, eh bien il y a beaucoup moins de recettes fiscales que d'ordinaire. Et puis il y a aussi la répercussion de l'inflation sur le paiement des impôts. En gros, beaucoup d'entreprises ont tout de suite profité de l'inflation en termes de recettes, mais leurs coûts nouveaux déclarés ne sont intervenus que cette année. Donc ce qu'elles avaient payé en supplément de taxes l'an dernier ne se reproduit pas cette année. Un point important, depuis, je dirais, 24 heures, les républicains et les démocrates ont cessé de s'insulter. Ils semblent en train de discuter sérieusement d'un moyen de déterminer dans quelles conditions le plafond de la dette pourra être réévalué. Deuxième point stupéfiant qui nous a tous choqués, journalistes, c'est que le président Biden, probablement délibérément, encore qu'il puisse se tromper, a employé à 2 reprises le mot négociation. Lui qui, depuis 6 mois, nous dit « je ne négocierai jamais » le relèvement du plafond de la dette. Le plafond de la dette doit être relevé. Nous pouvons négocier sur les questions budgétaires, mais pas sur le relèvement du plafond de la dette. Pas question de lier les deux. Il a admis que la négociation était engagée. Cette négociation se fait dans le secret au niveau des conseillers des leaders du Congrès et des conseillers du président Biden. Une réunion au sommet devait avoir lieu vendredi. Elle n'aura lieu que demain mardi. On verra si les choses progressent. Pour le moment, en tout cas, le ton et la discrétion sont relativement encourageants, encore qu'il est clair que les 2 parties sont très éloignées l'une de l'autre. Je ne sais pas à son combientième plafond de la dette Joe Biden en est dans sa carrière, mais il commence, comme beaucoup d'autres, à avoir un peu l'habitude de ce genre de phénomène et de séquence. Pierre, est-ce qu'on arrive à retrouver un schéma, quelque chose qui ressemblerait à une pattern d'une certaine manière et qui permettrait de se rassurer en disant voilà, il y a quelques semaines on s'insultait, quelques semaines après on ne s'insulte plus, même on est capable de mener des négociations et donc tout ça permettant d'arriver au compromis que tout le monde attend autour du 1er juin. Alors, il faut bien regarder les calendriers. C'est compliqué le calendrier législatif américain. À supposer que les staffers s'entendent et qu'on fasse un compromis de dernière minute entre leaders démocrates et républicains, il va falloir faire avaler ça aux 2 chambres du Congrès. Ça n'est pas évident parce que la fenêtre où les 2 chambres sont en session plénière jusqu'au mois de juin, elle n'est que d'1 semaine. Donc ce petit détail du calendrier est important. Alors naturellement, les choses peuvent changer. Une chose qui serait vraiment, vraiment utile,
ça serait de donner du temps un peu plus à tout le monde et d'acter le fait que la négociation s'est engagée de manière suffisamment constructive pour que l'on repousse, ne serait-ce que d'un mois, voire moins, cette date X. Autrement dit, procéder à un relèvement bref et temporaire du plafond de la dette, le temps de dégager un compromis plus substantiel. Traditionnellement, Mitch McConnell, le leader républicain du Sénat, joue un rôle important parce que c'est parmi les républicains le plus pragmatique et il n'a pas, à la différence de son homologue républicain à la Chambre des représentants, il n'a pas à subir une pression aussi forte de la part de l'extrême droite du Parti républicain. Mitch McConnell est connu pour, dans les dernières heures qui interviennent avant l'ultimatum, pour être l'homme qui arrive à ficeler des compromis. Tous les regards s'étaient portés sur lui il y a quelques jours. Il a dit, vous savez, moi je n'ai aucune solution particulière. Et sa stratégie est clairement de laisser se disputer démocrates et républicains au niveau de la Chambre et de la Maison-Blanche pour voir ensuite comment lui pourrait recoller les morceaux. La mauvaise nouvelle, outre la détérioration de la situation fiscale des États-Unis, dans un pays où la récession n'a toujours pas commencé, mais où les recettes fiscales reculent, c'est quand même pas une bonne chose. L'autre mauvaise nouvelle, c'est que vraiment les deux parties sont très éloignées l'une de l'autre et que Donald Trump a voulu mettre son grain de sel dans ces négociations au cours des 72 dernières heures en disant mais oui, bien sûr, il faut menacer les démocrates du défaut. Et d'ailleurs, un défaut serait mieux aujourd'hui que demain. Et cette manière de vouloir annoncer la politique du pire est de nature à encore renforcer dans leur extrémisme la frange droite du Parti républicain à la Chambre des représentants, dont dépend malheureusement beaucoup le leader républicain Kevin McCarthy. Et ça ne facilite pas les choses à Kevin McCarthy d'avoir Donald Trump qui jette de l'huile sur le feu. Un autre sujet qui a retenu votre attention, Pierre-Yves, c'est cette campagne lancée par la droite religieuse contre la banque JP Morgan. Et oui, il y a une vingtaine de procureurs généraux d'États républicains auxquels se sont associés une grosse douzaine de trésoriers, ont envoyé une lettre à Jamie Dimon en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est que la politique de JP Morgan en matière de fermeture de comptes ? Vous avez fermé les comptes de plusieurs organisations républicaines, religieuses. Vous êtes en train de vous rendre coupable de politique de discrimination. » Et ça va plus loin parce qu'une proposition a été préparée et va être soumise à un vote lors de l'Assemblée générale de JP Morgan demain, où on demande à JP Morgan de lancer une enquête sur la manière dont elle fermerait les comptes de gens qui sont trop à droite. Alors, JP Morgan se défend d'avoir une politique de discrimination à l'égard de la droite républicaine, se défend encore plus de faire la moindre discrimination en matière de convictions religieuses. Néanmoins, cela nous montre que les républicains ont employé les méthodes de la gauche démocrate pour faire valoir leur point de vue et ils ont préparé eux-mêmes un système de scoring. Lassé de voir la gauche établir des scores en matière de performance sur la promotion des homosexuels, sur la lutte contre le carbone, sur la préservation de l'environnement, sur le financement des armes à feu, tous ces sujets qui sont des sujets éminemment politiques et culturels sur lesquels les entreprises américaines prennent des positions qui ne plaisent pas à la droite républicaine, eh bien la droite républicaine, elle, lance son propre système de scoring. Et on va voir un petit peu ce qu'il en sort. Le système s'appelle, je l'ai noté, Diversity Score Business. On demande en particulier aux entreprises américaines d'expliquer un petit peu leur position sur divers sujets culturels, de manière à leur attribuer un score pour savoir s'ils sont, je n'invente rien, bibliquement corrects.
C'est bien, en pleine crise des dépôts bancaires aux États-Unis, on va politiser encore un peu plus la question des dépôts et des ouvertures de comptes. Ça me paraît tout à fait aller dans le sens de l'histoire, en tout cas de ce qu'on peut observer depuis quelques temps. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, avec nous chaque lundi en direct à 17h45 dans le quart d'heure américain de Smart Bourse, rediffusé à 20h45 sur Bismart TV et que vous retrouvez surtout en replay et en podcast sur bismart.fr et sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.